Dans les annales sanglantes de l'histoire impériale romaine, peu d'histoires capturent les profondeurs de la cruauté et du désespoir humain comme celle de Sporus, un beau jeune garçon dont le destin s'est lié à celui de l'un des empereurs les plus notoires de l'histoire. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire d'intrigue politique ou de conquête militaire, mais d'un examen obsédant de la capacité du pouvoir à dépouiller l'humanité elle-même, ne laissant derrière lui que le théâtre grotesque du caprice impérial. L'histoire de Sporus se déroule comme un cauchemar dans les salles de marbre de la Rome antique, où la frontière entre l'amour et la possession, entre l'honneur et la dégradation, s'est entièrement dissoute sous le regard fou de Néron. Nous étions en 65 après Jésus-Christ, et l'Empire romain s'étendait de la Bretagne à l'Euphrate, sa puissance semblant illimitée sous le règne de Néron, Claude César Auguste Germanicus. Pourtant, entre les murs opulents de la Domus Aurea, le palais doré de Néron, régnait une obscurité qui allait bientôt consumer une jeune vie innocente. L'empereur, alors âgé d'une vingtaine d'années, avait déjà choqué la société romaine par ses performances théâtrales, ses excès architecturaux et ses relations tendues avec ses proches. Rome elle-même portait les stigmates du grand incendie de 64 après Jésus-Christ, et les rumeurs de la folie de l'empereur résonnaient dans les rues comme la fumée des ruines encore fumantes. Dans ce monde d'excès impériaux et de cruauté désinvolte, le jeune Sporus vivait comme un affranchi dans la maison impériale, une position qui, bien que techniquement libre, offrait peu de protection contre les caprices du pouvoir absolu. Les récits historiques le décrivent comme doté d'une beauté presque éthérée, aux traits délicats et à la grâce qui allait à la fois faire sa distinction et sa perte. Le garçon avait attiré l'attention de la cour impériale, non par ambition personnelle, mais simplement par son existence dans un monde où la beauté elle-même pouvait devenir monnaie d'échange contre la souffrance. Le catalyseur de la transformation tragique de Sporus fut la mort d'une femme. Pompeia Sabina, la seconde épouse de Néron et le grand amour de sa vie tumultueuse, était morte dans des circonstances mystérieuses en 65 après Jésus-Christ. Certaines sources antiques suggèrent que Néron lui-même l'aurait tuée dans un accès de rage, la frappant à coups de pied alors qu'elle était enceinte, tandis que d'autres récits évoquent des complications lors de l'accouchement. Quelle que soit la vérité, la mort de Poée laissa Néron dévasté, rongé par un chagrin qui allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus sinistre. Le deuil de l'empereur prit une tournure obsessionnelle, alors qu'il cherchait désespérément des moyens de ressusciter ou de remplacer la femme qu'il prétendait aimer plus que tout. C'est durant cette période de deuil impérial que le destin livra Sporus aux yeux de Néron. Coïncidence ou intention, le jeune affranchi fut remarqué par l'empereur, frappé par ce qu'il percevait comme une ressemblance frappante avec sa défunte épouse. Des historiens antiques comme Dion Cassius et Suétone rapportent que Néron fut obsédé par cette ressemblance, voyant dans les traits délicats de Sporus une occasion de récupérer ce que la mort lui avait volé. L'esprit rongé par le chagrin de l'empereur commença à concevoir un plan si audacieux et horrible qu'il choquerait même la sensibilité blasée de la Rome impériale. La décision, lorsqu'elle fut prise, fut rapide et irréversible. Néron ordonna la castration de Sporus, modifiant ainsi définitivement le corps du jeune homme pour mieux servir la vision perverse de l'empereur. Il ne s'agissait pas d'une simple mutilation physique, mais d'un effacement complet de l'identité humaine de Sporus, le transformant en une créature n'existant que pour le confort psychologique de Néron. La castration était pratiquée par des médecins impériaux, probablement dans le luxe stérile des quartiers médicaux du palais, où les cris pouvaient être étouffés par les murs de marbre et les protestations du garçon pouvaient être rejetées comme des plaintes insignifiantes de propriété. Après la mutilation, le plan de Néron révéla toute son horreur. L'empereur annonça son intention d'épouser Sporus lors d'une cérémonie publique, traitant le jeune homme traumatisé comme un remplaçant de sa bien-aimée Poéa. Il ne s'agissait pas d'un mariage au sens où l'entendaient les Romains, mais d'une parodie grotesque qui violait toutes les coutumes sociales, religieuses et juridiques de l'Empire. Sporus reçut un nouveau nom, Sabina, en hommage à l'impératrice défunte, et fut vêtue des plus beaux vêtements féminins, ornés de bijoux ayant appartenu à Pompée elle-même. La maison de l'empereur reçut l'ordre de traiter Sporus comme une impératrice, de lui adresser des titres féminins et d'observer tous les protocoles dus à une épouse impériale. La cérémonie de mariage elle-même fut un spectacle de folie impériale, se déroulant sous les yeux horrifiés de la société romaine. Sporus, à peine reconnaissable dans sa tenue féminine raffinée, fut conduit à travers les rituels du mariage romain,
tandis que l'empereur jouait le rôle du fiancé dévoué. Les sources antiques décrivaient la cérémonie comme à la fois magnifique et profondément troublante, le faste et les apparats d'un mariage impérial légitime masquant l'horreur profonde de ce qui se déroulait réellement. Les invités étaient obligés de participer à cette mascarade, offrant des félicitations et des cadeaux de mariage, tout en reculant en privé devant le théâtre grotesque de l'empereur. À la suite de cette étrange union, Sporus fut exhibée à Rome en impératrice de Néron, contraint d'apparaître lors des événements publics et des cérémonies sous son apparence féminine. Le jeune homme, désormais entièrement dépendant de la protection et de la faveur de l'empereur, n'eut d'autre choix que de jouer le rôle qui lui était assigné. Il était tenu d'accompagner Néron au théâtre, aux réceptions officielles et même aux dîners privés, où il était exposé comme un objet précieux, un mémorial vivant à une femme morte. Le coût psychologique de cette existence, d'être forcé de vivre comme quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était non seulement mort, mais dont la mort avait peut-être été causée par l'homme même qui prétendait désormais aimer sa mémoire, a dû être dévastateur au-delà de toute mesure. À la vue de leur empereur, accompagné de ce qui semblait être une belle jeune femme, mais connaissant la vérité derrière la façade élaborée, certains historiens suggèrent que le peuple romain, bien qu'habitué à l'excentricité impériale, était profondément perturbé par cette démonstration particulière. La vue de Sporus, vêtu des insignes d'une impératrice mais arborant les signes subtils de sa véritable nature et de sa mutilation chirurgicale, rappelait constamment les profondeurs de la chute de leur empereur. C'était un symbole vivant de la capacité du pouvoir à corrompre non seulement l'âme, mais la réalité elle-même. La relation entre Néron et Sporus, si l'on peut l'appeler ainsi, était marquée par l'obsession possessive de l'empereur et l'impuissance totale du jeune homme. Néron traitait Sporus à la fois comme une épouse bien-aimée et un bien précieux, le comblant de cadeaux et d'attentions, tout en lui refusant toute influence ou identité au-delà de son rôle de remplaçant de Poéa. L'empereur s'adressait à Sporus par le nom de sa défunte épouse, lui parlait comme s'il était réellement la femme qu'il avait perdue et attendait de lui qu'il réponde fidèlement. Cette torture psychologique, cette exigence constante d'incarner l'identité d'autrui alors que la sienne était systématiquement effacée, représentait une forme de cruauté qui allait bien au-delà des blessures physiques. Des sources antiques donnent un aperçu de l'étrange dynamique de cette relation forcée. Suetonius écrit que Néron emmenait Sporus en tournée en Grèce, le présentant aux dignitaires et aux aristocrates grecs comme son impératrice. Ces voyages ont dû être particulièrement éprouvants pour Sporus, car il a été forcé de maintenir son personnage féminin dans des environnements inconnus, entouré d'étrangers qui croyaient à la mascarade ou étaient obligés de faire semblant. La performance constante, l'incapacité de laisser tomber le masque ou d'exprimer ses vrais sentiments, ont créé une prison d'identité dont il n'y avait aucune échappatoire. Le traitement réservé par l'empereur à Sporus révélait également la profondeur de sa propre instabilité psychologique. L'amour de Néron pour Pompée avait été possessif et souvent violent de son vivant, et sa relation avec son successeur était tout aussi dangereusement intense. L'empereur se mettrait en colère si Sporus ne parvenait pas à incarner parfaitement la mémoire de sa défunte épouse, le punissant pour des manquements qui n'existaient que dans l'imagination perturbée de haine. Héron. Mais l'empereur pouvait aussi être tendre et généreux, offrant des cadeaux coûteux à Sporus et le traitant avec l'affection qu'il avait autrefois montrée à Poéa, créant un cycle d'abus et de récompenses qui devait être psychologiquement dévastateur. Au fil des mois, l'étrangeté de cet arrangement devint de plus en plus évidente aux yeux de tous les membres de la maison impériale. Serviteurs et courtisans furent contraints de respecter l'étiquette complexe consistant à s'adresser à Sporus en tant qu'impératrice tout en connaissant la vérité sur sa situation. Ils furent témoins des humiliations quotidiennes, du besoin constant de conserver une image féminine et de l'impact psychologique que cela avait sur le jeune homme. Certains éprouvèrent peut-être de la pitié, d'autres du dégoût, mais tous furent complices du maintien du mensonge élaboré qui était devenu le fondement de la stabilité émotionnelle de Néron. La tension de cette existence se ressentait dans tous les aspects du quotidien de Sporus. Il devait porter des vêtements féminins en permanence, s'exprimer d'une manière jugée appropriée pour une impératrice et participer à des activités et conversations qui renforçaient son identité. La mutilation chirurgicale qu'il avait subie rendait certains aspects de cette performance plus faciles à maintenir, mais elle servait également de rappel physique constant de ce qui lui avait été enlevé. Chaque mouvement, chaque geste,
chaque mot devait être soigneusement calculé pour maintenir l'illusion qu'il était bien la femme que Néron voulait qu'il soit. Les implications politiques des actions de Néron n'échappèrent pas au Sénat romain et à l'aristocratie en général. Le mariage de l'empereur avec Sporus fut perçu comme un signe supplémentaire de son instabilité croissante et de son mépris pour la tradition et les valeurs romaines. Si peu osaient critiquer ouvertement l'empereur, les conversations privées et la correspondance de l'époque révélaient le choc et le dégoût ressentis par de nombreux Romains. Le spectacle de leur empereur exhibant un garçon castré déguisé en sa défunte épouse était perçu comme un symbole de la décadence morale qui avait atteint les plus hautes sphères du gouvernement. Cette situation a continué pendant plusieurs années, avec Sporus piégé dans son rôle d'impératrice d'Ursate de Néron, incapable de s'échapper ou même d'exprimer ses véritables sentiments sur sa situation. Les dommages psychologiques infligés par des années d'effacement forcé de son identité, combinés au traumatisme physique de sa castration et au stress constant lié au maintien d'une tromperie élaborée, ont eu des conséquences de plus en plus visibles. Les récits contemporains suggèrent que Sporus est devenu de plus en plus renfermé et mélancolique, bien qu'il n'ait eu d'autre choix que de continuer à jouer le rôle qui lui était assigné. L'attachement de l'empereur à Sporus devint si complet qu'il semblait parfois croire sincèrement qu'il avait en quelque sorte rendu la vie à son bien-aimé papier. Cette illusion, si l'on peut appeler cela ainsi, créa des moments de tendresse sincère entre eux, mais elle intensifia aussi l'horreur de la situation de Sporus. Il ne jouait pas simplement un rôle. On attendait de lui qu'il devienne quelqu'un d'autre, qu'il renonce si complètement à sa propre identité qu'il pourrait même oublier qui il avait été. La complexité psychologique de cette relation, avec son mélange d'amour, d'obsession, de cruauté et d'illusion, défiait toute catégorisation facile, même selon les normes d'une époque habituée aux excès impériaux. À mesure que le règne de Néron progressait, les tensions politiques dans tout l'Empire atteignirent leur paroxysme. Les activités théâtrales de l'empereur, son manque d'exercice de ses fonctions administratives et son comportement de plus en plus erratique avaient aliéné nombre de ses partisans et enhardi ses ennemis. Les commandants militaires de diverses provinces commencèrent à remettre en question leur loyauté envers un empereur qui semblait plus intéressé à jouer à se déguiser avec un garçon castré qu'à gouverner les vastes territoires sous son contrôle. La vue de Sporus, drapée dans des insignes impériaux et traitée comme une impératrice, devint le symbole de tout ce qui n'allait pas dans le leadership de Néron. En 68 après Jésus-Christ, la situation politique s'effondra définitivement. La garde prétorienne, le Sénat et plusieurs gouverneurs provinciaux déclarèrent leur opposition au maintien au pouvoir de Néron. Face au rejet universel et à la certitude d'une fin douloureuse. Mort s'il était capturé, l'empereur s'enfuit de Rome avec un petit groupe de fidèles, dont Sporus. Le jeune homme, qui n'avait eu aucun choix dans son destin initial, se retrouva désormais lié à un empereur déchu où sa propre survie dépendant des caprices d'un homme qui s'était déjà montré capable de toutes les cruautés pour assouvir ses désirs. Les derniers jours du règne de Néron furent marqués par le chaos et la terreur. À mesure que les nouvelles de rébellion et de défection parvenaient au parti impérial, le comportement de l'empereur devint encore plus erratique. Il parlait tour à tour de grands projets d'évasion et de projets théâtraux pour une ultime représentation spectaculaire. Durant toute cette période, Sporus resta à ses côtés, toujours vêtu de ses atours féminins, jouant toujours le rôle de l'impératrice dévouée, alors même que l'Empire s'effondrait autour d'eux. Le jeune homme dut comprendre que son destin était inextricablement lié à celui de l'empereur qui avait détruit sa ville et que la chute de Néron signifierait probablement aussi sa propre destruction. Lorsque Néron se suicida finalement en juin 1968 après Jésus-Christ, apparemment avec l'aide de son secrétaire Épaphrodite, Sporus se retrouva face à un avenir incertain. La mort de l'empereur n'apporta pas la liberté au jeune homme. Au contraire, elle marqua le début d'une nouvelle phase de son cauchemar. Symbole des plus visibles du règne de Néron, Sporus représentait à la fois un témoignage vivant des excès de l'Empire et un atout politique potentiellement précieux. Les différentes factions en compétition pour le pouvoir après la mort de Néron nourrissaient chacune leur propre projet pour le jeune homme contraint de jouer le rôle d'impératrice. Immédiatement après la mort de Néron, Sporus passa d'une figure puissante à une autre, traité comme un trophée plutôt que comme un être humain doté de ses propres désirs et de ses propres moyens. Le nouvel empereur, Galba, aurait pris possession de Sporus et d'autres vestiges de la maison de Néron.
Ce transfert n'était ni un sauvetage ni une libération. C'était simplement une transaction de plus, dans laquelle Sporus n'avait ni voix ni choix. Le jeune homme, autrefois citoyen libre puis joué mutilé devenait désormais un symbole de conquête et de légitimité politique pour quiconque pouvait s'en réclamer. Sous le règne de Galba, la situation de Sporus demeurait précaire et humiliante. Le nouvel empereur, bien que dépourvu des obsessions théâtrales de Néron, jugeait néanmoins utile de posséder ce souvenir vivant du règne de son prédécesseur. Sporus était maintenu dans une sorte de captivité luxueuse, toujours tenu de préserver certains aspects de sa féminité, mais n'était plus traité comme une véritable impératrice. Cette existence liminaire ni pleinement masculin ni pleinement féminin, ni libre ni esclave, ni honorée ni totalement rejetée a dû être psychologiquement dévastatrice pour quelqu'un qui avait déjà enduré des années de destruction identitaire. L'instabilité politique qui a suivi la mort de Néron, la période que les historiens appellent l'année des 4 empereurs, a fait que le sort de Sporus est resté incertain alors que différentes factions se sont élevées et sont tombées en succession rapide. Après l'assassinat de Galba en janvier 1969, Sporus se retrouva à nouveau transféré à un nouveau propriétaire. Le jeune homme était devenu une sorte d'héritage impérial, transmis de souverain en souverain comme un meuble précieux ou une œuvre d'art. Chaque transition apportait son lot d'incertitude et d'humiliation, car il était contraint de s'adapter aux attentes et aux désirs de chaque maître successif. L'empereur Othon, qui occupa brièvement le pouvoir après l'assassinat de Galba, aurait traité Sporus avec une relative bienveillance, reconnaissant peut-être une part de sa propre précarité dans la situation du jeune homme. Cependant, le règne d'Othon ne dura que quelques mois avant qu'il ne soit à son tour vaincu et contraint au suicide. Une fois de plus, Sporus se retrouva confronté à la perspective terrifiante d'être racheté par un nouveau souverain, chaque transition lui ôtant un peu plus la dignité et l'identité qu'il avait réussi à préserver malgré cette épreuve. C'est sous l'empereur Vitellius que la situation de Sporus atteignit son point culminant, le plus dégradant. Vitellius, qui avait vaincu Othon et revendiqué la pourpre, décida apparemment que Sporus divertirait les masses romaines. L'empereur avait prévu de forcer le jeune homme à apparaître dans l'arène, non pas comme un gladiateur, mais comme un participant à une reconstitution grotesque du viol de Perséphone, la scène mythologique de l'enlèvement et de la violation d'une jeune fille. Ce plan représentait la dégradation ultime. Sporus serait contraint de jouer le rôle d'une femme victime d'agressions sexuelles pour le plus grand plaisir de milliers de spectateurs. La perspective de cette humiliation finale s'avéra insupportable pour Sporus. Après des années de féminisation forcée, d'effacement d'identité et d'exploitation sexuelle, l'idée d'être violé en public pour divertir la mafia romaine était apparemment le point de rupture. Des sources antiques rapportent que Sporus préféra la mort à cet avilissement ultime, se donnant la mort avant que Vitellius ne puisse mettre son plan cruel à exécution. Dans son dernier acte, Sporus recouvra la seule chose qui lui avait été refusée tout au long de son épreuve, le pouvoir de décider lui-même de son destin. Le suicide de Sporus marqua la fin de l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire impériale romaine. Sa mort ne fut pas pleurée par le grand public et ne fut pas perçue comme un événement politique majeur. Il avait été réduit à un tel état de déshumanisation que son décès fut principalement considéré comme un inconvénient mineur pour les projets de divertissement de Vitellius. Pourtant, en choisissant la mort plutôt qu'une dégradation supplémentaire, Sporus a fait preuve d'un courage et d'une dignité qui lui avaient été systématiquement refusés tout au long de sa vie d'adulte. Son dernier acte était à la fois un rejet du rôle qu'il avait été contraint de jouer et une affirmation de son humanité fondamentale. L'histoire de Sporus nous force à affronter des vérités inconfortables sur la nature du pouvoir et la capacité humaine à la fois à la cruauté et à la survie. Dans un monde où l'autorité absolue pourrait transformer un jeune homme libre en une poupée vivante, où l'identité elle-même pourrait être modifiée chirurgicalement et psychologiquement pour servir les caprices d'un fou, nous voyons se refléter les possibilités les plus sombres d'un pouvoir incontrôlé. La tragédie de Sporus n'était pas seulement personnelle. Elle était le symptôme d'un système qui ne valorisait les êtres humains que dans la mesure où ils pouvaient servir les désirs de ceux qui détenaient l'autorité ultime. L'héritage historique de l'histoire de Sporus nous rappelle que derrière les grands récits d'empire et de conquête se cachent d'innombrables tragédies individuelles de personnes qui étaient impuissantes à résister aux forces qui ont façonné leur vie.
Son expérience met en lumière les vulnérabilités particulières de ceux qui vivaient en marge de la société romaine, les affranchis, les esclaves et d'autres dont la vie pouvait être facilement détruite par les puissants. Le simple fait que son histoire ait été consignée témoigne de son caractère exceptionnel. Mais cela suggère également que des abus similaires peut-être moins dramatiques, mais non moins dévastateurs pour ceux qui les ont subis étaient probablement monnaie courante dans une société fondée sur des hiérarchies rigides et le pouvoir absolu de l'empereur. Les lecteurs modernes pourraient se demander comment une telle cruauté a été possible, comment une société a pu tolérer ou même célébrer une telle déshumanisation systématique. L'histoire de Sporus démontre également la remarquable résilience de l'esprit humain, la capacité à endurer des souffrances inimaginables tout en conservant un certain sens fondamental de soi. Son choix final, aussi tragique soit-il, représentait une sorte de victoire, un refus d'être complètement brisé, même par des forces qui semblaient capables de réécrire la réalité elle-même. En nous souvenant de Sporus, nous honorons non seulement sa souffrance, mais aussi son acte ultime de défiance contre ceux qui cherchaient à effacer entièrement son humanité.